Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce Bonsoir. soir, comme tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est la veille de l'actu geek, donc ma veille geek, et de la communauté de la chaîne, résumée en 1 heure à 2 heures suivant ce qu'on a à dire. Et petite nouveauté depuis quelques mois déjà, on invite du monde avec moi pour réagir et surtout faire un moment de discussion et de chill ensemble. Et donc actuellement, pour ce numéro, nous avons Sariasso, qui est une Bonjour. streameuse à côté de moi. Salut! Salut, salut. Comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Bah moi ça va pas trop mal. Bon, on a eu des petits moments de blues sur la début de semaine. Là ça va un petit Ah, peu mieux et heureusement on a le week-end qui arrive demain, donc ça va arriver vite. Demain soir qui arrive. bonne nouvelle. Donc c'est toujours la bonne nouvelle, comme on dit, hein. Donc voilà. Alors, comme on fait, et coucou mon cher TLM. Hello. Alors, on va faire aussi déjà coucou et surtout bonne année à tous ceux qui sont dans la chatroom. Et Bonne année. surtout, je vais dire aussi autre chose, c'est que cette émission est enregistrée sur la chaîne Twitch de Mister SP, tous les jeudis soirs, mais vous avez aussi le replay le lendemain vers 16 heures sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast et toutes les autres crèmeries comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de le partager, de liker, de vous abonner, tout ça, de follow à la chaîne, de follow à la chaîne, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors, on va passer déjà dans notre première étape de l'émission, c'est la présentation de notre cher Sariasso. Alors, on va faire déjà notre enchaînement de 3 questions que tout le monde a mis temps. C'est: d'où viens-tu? Qui es-tu? D'où Alors, viens-tu? Et où vas-tu? alors, donc, en fait, voilà, Sariasso, c'est mon pseudonyme sur internet, mais sinon, on m'appelle Saria de manière générale. Donc, forcément, le nom est tiré de ma licence de cœur, qu'à savoir The Legend of Zelda. Euh, alors, concrètement, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans il y a un mois, même pas, il y a quelques jours, en fait, non, il y a quelques semaines même. Et dans la vie, je suis commerciale dans l'édition. D'accord. Voilà, concrètement, je vends des livres à des libraires. Voilà, c'est mon travail. Et à part ça, bon, bah voilà, je suis une très grande fan du coup de Zelda. Voilà, enfin, c'est vraiment ma licence coup de cœur. Et voilà, je me suis lancée sur Twitch dans l'espoir à la base de faire découvrir les jeux les moins connus, les moins appréciés de la licence. Et c'est devenu, enfin, j'ai apprécié l'expérience que j'ai eue sur Twitch. Et donc, j'ai un peu poursuivi en faisant les autres jeux, de la licence. Donc, c'est toujours en cours, hein, voilà, je l'ai fait dans l'ordre de parution. D'accord. Donc J'en t'as suis fait actuellement. les tout premiers sur NES ou pas alors? Je les ai tous faits, ouais. Je les ai, enfin, là, enfin, de base, je les ai déjà tous faits, mais là, je les refais, du coup, devant des gens, concrètement. Euh, J'en suis à Wind Waker, donc la moitié de la saga, enfin, même un peu plus que la moitié. Ouais, un petit peu plus Et quand même, là on est ouais, loin. on est un peu plus de la moitié. Après, voilà, bon, je me suis lancée sur Twitch il y a très peu de temps, il y a quelques mois, enfin, peut-être Mhm. 3 mois. Et donc, comme je disais, c'était vraiment dans l'espoir de faire découvrir des jeux pas très connus de la licence. Après, voilà, D'accord. je me suis vraiment mise au jeu. De base, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les jeux vidéo, forcément, comme nous tous, hein. Et enfin, je, je fais essentiellement à la base des jeux en rétro gaming, enfin, du rétro D'accord. gaming. Et j'aime aussi beaucoup forcément les jeux plus récents voilà, les dernières parutions. Enfin, je suis assez l'actualité du jeu vidéo de manière générale. Et voilà, voilà. Et où je vais en fait, je me suis donné comme objectif vraiment en 2023, c'est de streamer plus souvent. J'aimerais bien, faire ça très régulièrement, au moins 4 fois par semaine. 4 fois par Ouais, semaine. j'aimerais Après, bien. J'aimerais bien. Après, bon, voilà, les choses de la vie font que sont des c'est ça. empêchements.
c'est ça. Euh, Ça, c'est aussi mais c'est entre comment dire, ce que tu as envie de faire et ce que tu fais réellement, il y a des fois une c'est grosse ça. différence. Mais Du bon, coup, après, ça se voilà, fait avec. c'est vraiment, voilà, c'est un objectif que je me suis fixé et j'espère, enfin, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tout devrait aller, donc voilà, concrètement, voilà. Après, bon, en dehors de ça, bon, bah, pas grand-chose. Non, mais Voilà. voilà, mais t'inquiète pas, c'est normal. Après, de toute façon, on fait avec Mmh. et petit à petit, de toute façon, on trouve son rythme et tout. Donc Ça. voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un. Le principal, c'est de kiffer et de partager. Mmh. Voilà. Après, moi là, enfin, on va parler, je vais faire un petit peu 36-15 My Life, mais je Mmh. suis un petit peu dans le mode quand on arrive, en fait, je trouve que quand on arrive vers 30 ans, voire plus, t'as souvent envie de te dire, tiens, ça serait bien de ressortir les vieux jeux que j'ai adorés. Oui. Et en fait, c'est un petit peu ça qui m'a pas forcé, mais qui m'a donné envie de streamer au tout début. C'est que Mmh. j'avais des vieux jeux de cœur que je refais assez souvent, que tiens, j'ai pas Ouais. encore fait pour une troisième fois sur la chaîne. Ouais. Voilà. Un jeu que moi j'adore, qui est une licence de SF qui est maintenant remis au goût du jour avec le cinéma, Mmh. qui est Dune, où il y a des vieux jeux Dune qui sont très bien. Il y a Ouais. un bon vieux jeu de stratégie en temps réel, mais un vieux jeu aussi d'aventure. Et donc, Mmh. bah, c'est des moments comme ça où tu te dis, ouais, c'est cool. Après, toi, vu que tu aimes beaucoup les Zelda, moi, mon rapport avec Zelda, tu vas Ouais. voir, c'est bah, le premier Link's Awakening sur bah, une Game Boy, OK. une Ouais. bonne vieille Game Boy, la bonne Ouais. vieille Game Boy de la famille, où on était trois à jouer dessus, mon père, mon frère et moi, et Ouais. que on a un petit peu saoulé à l'époque ma mère, parce que bah, je crois que j'en avais déjà parlé, mais voilà, sur la chaîne, mais on avait saoulé ma mère parce que bah, on était des fois à parler de ça, rien que bah, en soirée, quand on mangeait, on était jeune à l'époque parce que c'est 92-93 si mes souvenirs sont bons, La Game Boy, le le jeu Game bloc. Boy. Donc voilà, Ouais. donc ça te montre à peu près l'âge que j'avais, et je devais avoir 92-93, donc oui, je devais être au CP à peu près. Montrer à peu près D'accord. l'âge, donc voilà. Donc voilà, OK. mais c'était dans ces moments-là, c'est très cool. Après celui-là, j'ai pas fait celui de NES, alors que celui qui est dans la chatroom, qui est nul autre que Toufik, lui c'est plus du Ocarina of Time, mais aussi le Link to the Past. Mmh. Que voilà, lui, bah voilà, ce Link to the Past. Après, Je je pense connais que bien, ouais. tout le monde a eu ou au moins touché le Ocarina of Time, que moi Ouais. j'ai terminé, que j'avais des potes qui venaient, qui m'avaient emprunté la N64, qui m'avaient fait des quêtes annexes à côté. Voilà, il y a eu des moments comme ça. On a eu quoi d'autre? Bon, j'ai fait le Majora's Mask. Mmh. Il y a le Twilight Princess, je crois que j'ai pas fait en entier. Ouais. Le Wind Walker que tu es Que en je train fais de refaire en actuellement. stream, je pense qu'il faudrait Ouais. que je le refasse parce que Ouais. j'ai la version GameCube qui est nulle autre que celle-là. La Oui, on version avait, dorée avec le petit stickers avec Europe 2. Donc on voit déjà l'âge. Et surtout, c'est l'édition limitée avec euh, le Wind Walker et surtout avec Ocarina of Time une et Time, la ouais. La Master Quest. Euh, et je crois qu'on en avait parlé il y a un petit moment. Tu me Mmh. disais que la cote de celle-là est moins chère que la normale, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors que L'édition normalement, simple c'est le contraire, quoi. coûte plus cher que l'édition collector, enfin, C'est ça. l'édition Ocarina of Time. Pour des C'est raisons ça. que j'ignore, hein, je ne sais pas Non, non, mais c'est pourquoi. ça. Tout Il y a que chez cassé. moi que Twitch est full cassé. Ah, Très bonne question, je sais pas. Moi, ça a l'air de marcher pour l'instant.
Ah Donc, ouais. on va regarder, mais normalement. Ah, ok. C'est que non, il n'y a pas eu de grosses coupures. C'est ça qui est bizarre. Donc, ouais, donc après. Ah oui, parce que notre cher TLM était en mode. Ah, c'est la diffusion Twitch. Par contre, moi, ça. L'envoi est très bon. C'est peut-être plus au niveau de. On va regarder vite fait comme ça. Oui, oui, je pense que ça vient des serveurs. Parce que Ah, ici, à première vue, ça a l'air de marcher. Nanana, tac. Non, c'est que du côté viewer, malheureusement. Et mince. comme montre, il doit y avoir, ouais. Il y a un pic depuis. Ouais. Il y a un rapport de plus de 2000 personnes d'un coup là. Donc voilà. Ah oui. Du côté streamer, ça va. Mais du côté viewer, ça va moins bien. Donc voilà, donc il y a de fortes chances que, chose que habituellement en fait ce qu'on fait c'est que on réagit avec la chatroom sur les actualités. Là malheureusement je pense que il va y avoir des petits moments de coupure, c'est ça qui est malheureux. C'est possible. Donc voilà. Et donc oui, ce que je disais donc pour les Legend of Zelda, oui, il y a le Twilight Princess que j'ai pas accroché, alors qu'il est pas Ouais. trop mal. Le Skyward Sword, j'ai fait partie des gens qui avaient la Switch, qui avaient la Wii, qui l'ont Ouais. eu et qui ont totalement coupé. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment il y Mhm. a il y a une quête où tu devais le faire dans un ordre bien précis, sauf que je ne l'avais pas fait dans cet ordre et ça Ouais. avait planté ma sauvegarde. Ah ouais. Donc Non, ça voilà, m'est jamais il y arrivé. avait une quête, je me rappellerai plus. J'ai un petit peu ragé dessus et j'ai fait hop, au revoir, merci, j'arrête. Voilà, j'ai fait un petit peu du next. Et bon, après D'accord. Breath of the Wild, Ouais. vu que je n'ai pas eu de Wii U, je l'ai eu que quand j'ai eu la Switch, c'est-à-dire l'année Mhm. dernière. C'est Ouais. les neveux et mon frère qui ont la Switch depuis bien plus longtemps, qui me l'ont prêté pour un temps Ouais. indéterminé et je l'ai fait en, je crois, 3 semaines, un mois. En plus, c'était pendant les périodes où on était un petit peu en télétravail, donc pendant les Ouais. moments de pause café, Ouais. Tu pouvais faire ça. les moments de pause café, bah, bizarrement, on avançait très rapidement, hein. Ouais, Les quêtes, il y avait beaucoup de quêtes qui passaient. Et donc j'ai fait quand même jusqu'à finir le jeu. J'ai fait un petit peu du New Game Plus. J'ai pas fait les DLC, mais j'ai fait Mhm. tout ce qui était la création du village, la création de la maison, tout Ouais. ça, qui était bien marrant à faire. Certains sanctuaires, pas tous. Ouais. Parce que je me suis dit quand même, ça faisait quand même au bout d'un moment 2-3 mois que je l'avais. Mhm. J'avais quand même bien fait la quête principale, tout ce qui était autour, je commençais à bien avancer. Ouais. J'avais le neveu qui commençait à me dire oui, quand est-ce que tu pourras me le rendre, machin truc. Donc hop, je l'ai un petit peu dit bon bah je te le rends, tant pis. Et je m'achèterai la suite avec plaisir, vu qu'il Bientôt? sort bientôt. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Petit moment de la quatrième question subsidiaire, c'est quel est ton profil, comme on appelle ça geek, hein, mais c'est quel est ton premier rapport avec l'univers geek, c'est-à-dire les BD, tout ce qui est le high-tech, tout ce qui est les comics, les mangas, les jeux vidéo, tout ça, tout ça. Ouais. Alors, j'ai, enfin, d'aussi loin que je me rappelle, il y avait toujours eu des BD chez moi. Mon père était un collectionneur de certaines licences, à savoir enfin, surtout sa préférée, c'était Lucky Luke. C'était sa licence préférée. Du coup, je les ai toutes lues, quand j'ai eu l'âge de lire, donc 6 ans et enfin, pour les jeux vidéo, pareil, on avait une PlayStation 1 à la maison. C'était la seule console qu'on avait, à l'époque, mais je crois que mes premiers jeux, je suis pas sûre, je crois que c'était Tomb Raider et Resident Evil. C'était terrible. Et Ah, surtout, Après Resident j'avais, Evil 1, ouais, je pense que ça a marqué quand même une génération. ouais, Faut pas j'étais se assez leurrer. en fait,
je suis jamais allée très, très loin, mais je me rappelle que Tomb Raider, j'avais beaucoup aimé. Déjà, en plus, c'était une femme, donc j'arrivais à me projeter, en fait, dans le personnage et quand je me prenais pour elle quand j'étais petite. Je voulais être comme elle et enfin, genre, je voulais partir à l'aventure, pareil, avec mes pistolets, faire des temples et tout. Enfin bref, c'était assez cool et Après, Resident c'était la Evil, console. le moment marquant avec les Doberman et ainsi de suite. À la gare. Je pense que tous, on a été tous marqués. Peut-être les plus vieux, non. Moi, j'étais quand même dans l'époque où j'étais quand même encore en primaire. Quand il y a eu le Moi aussi. Resident Evil, je devais être en milieu, voire fin de primaire, je me rappelle. Mmh. Et quand même, moi, j'avais eu quand même le bon moment de flip. C'était au moment de comment ça s'appelle, si, au moment déjà du zombie qui est quand même voilà, quand tu es Ouais. jeune c'est impressionnant quand même. Et Mmh. après le plus gros truc quand même c'est oui le celui avec le Doberman, Ouais. où j'ai eu quand même des petites nuits d'insomnie hein, après. J'avoue que Euh, j'étais pas très voilà. sereine, ça m'a fait On pas n'est mal de pas serein les cauchemars, moments. On n'était pas serein à ce moment-là. ouais, et puis, après, quand j'ai eu 6 ans, j'ai eu ma première console à moi, la Game Boy Color et mon premier jeu, c'était Pokémon Rouge. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert, enfin, plein de licences, super cool, notamment Pokémon et puis arrivé par la suite, en fait, enfin, Zelda, je l'ai découvert grâce aux oracles sur Game Boy Color et puis à ce moment-là, je me Alors que ouais. suis, ouais, pourtant c'est les moins connus entre guillemets de la licence, hein, je C'est la trouve. moins connue, surtout que c'est fait par pas que Ouais, c'est fait à Nintendo, c'est fait 50% par par Capcom. c'est ça, et qui ont essayé un petit peu quand même de surfer sur la vague de Pokémon en faisant Mmh. un Oracle of Season et un Oracle of c'est Oracle of Season Ages. Ages, Ouais. où c'est complémentaire et ainsi de suite. Mmh. Oui, les cartouches translucides, oui, tout fic. Et Ouais. moi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils avaient quand même prévu de faire un troisième épisode qui n'a jamais été, enfin, un Ouais. troisième oracle, mais qui n'est jamais allé plus loin que ça. Ouais, il devait Donc voilà. s'intituler Oracle of Secrets et il a jamais vu le jour. Mais Malheureusement, ouais. je pense que 2 c'est bien. Je pense que ça se perd en fait si on en fait trop et C'est ça. ouais. On peut le voir aussi avec, avec une série qui a sorti il y a pas si longtemps que ça, un Pokémon où c'est une autre chose, on va dire. Mmh. Ouais. C'est voilà, Enfin c'est que ça a ouais, été je vais pas dire que ça se perd, mais il y a des moments où tu te dis est-ce que ça a un réel intérêt qu'on soit allé aussi loin dans les générations de Pokémon. Après ça c'est un autre débat. Moi ouais. étant team Pokémon rouge et bleu, et je n'ai pas fait Ouais, le reste. Donc voilà. d'accord. Donc c'est un truc, mais il faudrait que je m'y penche. Je pense qu'il faudrait que je fasse des soirées Pokémon argent ou même les suivants, mais pas en les remasters qu'ils font de temps en temps, peut-être faire Ouais. de me limiter à la version GBA ou autre pour faire Mmh. colorer mais pas trop non plus, et rester Ouais. dans le rétro qui peut peut-être être mieux. Ouais, Donc voilà. enfin, pour le coup, ouais, pareil, les versions hors argent, c'est mes préférées. Donc donc oui, fais-les. Ok, ok, je note, je note. Donc voilà, donc voilà, ça nous permet de voir un petit peu aussi ton parcours hein, Mmh. de geek plutôt franco-belge, Ouais. voilà. Après les moments marquants de ça, voilà. Ça permet aussi de voir, voilà, quelles sont tes affinités avec l'univers. Donc, allez, sans transition, on va passer sur les actus que tout le monde attend, surtout Toufik et Pop, vu que Pop nous a aidé, enfin m'a aidé à trouver des news, vu que lui, il n'était pas en vacances pendant que j'étais en train de décuver de Noël et de digérer les différents repas. Il y en avait qui étaient sur le pont, et je les remercie. Et donc, on va passer sur la news un petit peu what the fuck, mais pas que. C'est les aspirateurs robots
peuvent vous prendre en photo aux toilettes. Et ça, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que entre Noël et le 1er de l'an, on a eu une petite news qui nous parlait qu'il y a eu une fuite de données de serveurs, et là particulièrement des serveurs du fabricant iRobot, ou qu'on connaît plus souvent pour les aspirateurs robots Roomba. Et en fait, ce sont des photos qui ont été récupérées par le MIT. Et en fait, ils ont trouvé des photos qui sont des photos qui datent de 2020, où c'est des photos qui ont été prises à ras le sol, donc visiblement par des robots Roomba. Et donc, en fait, il y a déjà, c'est ça qui est problématique, entre guillemets, c'est qu'il y a 2-3 ans, Roomba n'avait pas de caméra sur ses Roomba. Donc il y a un gros moment de bizarroïde donc à ce niveau-là. Et donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on nous a dit aussi, c'est que cette fuite de données, enfin ces images, étaient aussi pour aider le robot à se déplacer, ce que fait beaucoup d'appareils maintenant dans les robots connectés. Type aspirateur, ils ont soit des lidars ou des radars ou carrément des capteurs qui tournent sur eux-mêmes, ou des capteurs 360 qui permet de pouvoir se mouvoir dans la maison sans déranger tout le monde. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, là dans notre cas de figure, c'était des images pour aider l'IA à aller un petit peu, enfin, à aider pour faire tout le taf. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les images devaient rester sur un serveur, sauf qu'il y a eu une fuite de données, malheureusement. Et donc, ce qui est malheureux, c'est que là, on a eu un moment de solitude, c'est qu'on a vu qu'il y a une fuite de données, il y a quand même il y a des données privées qui ont été diffusées dans un petit peu partout, sur les internets, comme diraient les anciens. Et on a des photos du type une femme qui est en train de faire la grosse commission aux toilettes, par exemple. On a des choses moins problématiques qui sont du type un bordel dans une cuisine où il y a eu soit une interprétation humaine ou de l'aide par ordinateur qui dit voilà, alors ça c'est quoi, ça c'est un plan de travail, ça c'est un emplacement où je ne peux pas aller, ainsi de suite. Mais tu as aussi, on retrouve d'autres photos plus intéressantes dans des groupes Discord de cette fuite de données, où on a, enfin, intéressant malheureusement, hein, c'est les personnes qui sont aux toilettes, mais aussi on a des photos du type des enfants qui s'amusent devant le robot, ou qui s'amusent avec le robot. Donc on voit des enfants sans filtre, et chose qui quand même pose problème pour déjà le respect de la vie privée, même si normalement, vu que c'était, je pense, des appareils en bêta, ou même des personnes qui ont des appareils finaux, potentiellement, normalement, tu as dedans les CGU qui te disent que il peut y avoir une récupération des données type photo pour améliorer le logiciel et le firmware du robot connecté. Après, ce qu'ils ne disent pas, vu que c'est très flou, il peut y avoir un risque à ce niveau-là sur la récupération des données et l'utilisation des données. Et donc là, c'est le gros problème. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a une problématique, c'est que vu qu'il y a une potentielle fuite de données et donc violation de l'espace privé, potentiellement, tu peux avoir aux États-Unis, par exemple, des mouvements de class action, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes, donc une association de personnes, qui se portent partie pour poursuivre soit l'entreprise, soit les sous-traitants qui font le traitement des données pour violation de vie privée, vu que il y a eu vu qu'il y a eu fuite de données.
Et surtout, c'est que dans le cas de figure, là, on n'a pas eu non plus les données totales, mais il y a potentiellement aussi, euh, on n'a pas tout dans les CGU, la quantité de temps que ces données restent dans les serveurs, et donc c'est ça qui peut aussi être problématique. Qu'est-ce que tu en penses, Sariasso? Est-ce que c'est problématique d'après toi, toutes ces choses-là, que on est entre guillemets plus ou moins fliqué? Est-ce que c'est malheureux, c'est la faute à pas de chance d'après toi? Bah, bien sûr, je trouve ça, problématique, je trouve ça même scandaleux en vrai, enfin, dans le sens où, lorsque vous achetez ce genre d'appareil, vous vous dites pas, «Il y a des photos de moi qui vont se retrouver sur des serveurs et qui vont un jour leaker et que tout le monde va pouvoir voir». Je pense que quand on est chez soi, on a, ouais, forcément, c'est notre intimité, on n'a pas spécialement envie que notre intimité soit déballée aux yeux du monde entier. Et surtout, enfin, normalement, quand il y a justement ce genre de choses, des prises de photos, quoi que ce soit, l'appareil est censé le dire. L'appareil est censé, enfin, de dire, vous êtes censé pouvoir voir dans le mode d'emploi, dans les notices, enfin, dans les CGU, que justement, ça a amené que le contenu sera amené à être distribué, enfin, sera contenu dans les serveurs, et enfin, voilà, qu'un jour, ça peut leak, enfin bref. Ça amène plein de questions dans le sens où, Ah bah hem, c'est ça, hein. à quoi servent ces données? Est-ce qu'elles sont revendues? Est-ce qu'elles sont réutilisées? Enfin, parce que généralement, forcément, ce genre de contenu, bah, ça se vend. Le mode d'utilisation, le fonctionnement, comment qu'est-ce que je raconte? La façon dont les gens consomment voilà, ça, c'est de la donnée qui vaut très cher. Donc forcément, je me dis, est-ce que ça a été vendu? Est-ce que c'est ce genre de données qui a été vendu? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser au final. Et voilà, après bon, il n'y a pas que ça. Quel autre appareil est concerné? Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de questions à se poser, je pense. Bah, là, ce qu'il Et faut se dire, c'est que potentiellement, là, on est que sur, heureusement ou mmh malheureusement, sur une marque qui quand même vient d'être achetée aussi par Amazon, qui est iRobot, mh. qui est un aspirateur robot, et Amazon est malheureusement quand même un, une boîte qui s'est déjà fait entendre à ce niveau-là sur les problèmes de vie privée et utilisation Ouais. des données. Il faut se rappeler qu'ils sont propriétaires de la marque Blink, qui sont des sonnettes connectées que tu branches Mmh. au niveau de la sorte devant chez toi. Ouais. Et en fait, ils ont déjà annoncé que sur Amazon Prime Video, si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y aura pas une sorte de vidéo gag, mais qu'ils se donnent le droit de récupérer des données pour faire de l'entertainment dessus. Donc c'est là où tu te dis, c'est un petit peu, voilà, problématique. Je trouve que c'est une mauvaise, méthode de communication personnellement, C'est enfin. ça. C'est ça. C'est après ce qu'il faut pas se leurrer, c'est que quand on est euh, c'est un vieil adage qu'on est quand on est sur internet, c'est quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mmh. Et c'est toi entre guillemets le revenu proprement dit. Donc Ouais. et là on est un petit peu peut-être pas là proprement dit, mais dans les autres produits, on est dans ce genre de choses là. On est Mmh. dans un moment où potentiellement il y a des problématiques à ce niveau-là, et Ouais. c'est là où on va peut-être avoir des problèmes. Mais dans l'absolu, c'est ça qui peut poser problème. Là, dans notre cas de figure, c'est que je pense que les CJU étaient totalement flous, et donc Mmh. potentiellement tu te dis bon, ils sont flous, mais quand Ouais. ils sont là pour protéger le, Ouais, le le consommateur. consommateur. Sauf que bah, dans certains cas de figure, le protéger le consommateur, c'est traduction, bah, en fait, on récupère toutes vos données et on peut le partager au plus offrant. Euh, Mmh. voilà. Et là, c'est peut-être un petit peu trop Et après, c'est dans de la le, spéculation, mais voilà, bon, là, on est plus dans les spéculations. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était dans quelle marque de robot aspirateur comme ça? C'était, je crois que c'était Roborock. C'est une marque que j'ai chez moi, hein, que j'ai acheté. C'est Xiaomi, mais bon, voilà. En fait, Roborock, ils avaient fait sortir il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2 ans,
un robot aspirateur qui faisait aussi caméra de surveillance. C'est-à-dire que tu pouvais, entre guillemets, bon, après tu te dis caméra de surveillance, voilà. Mais en fait, c'est que ça te permettait de passer l'aspirateur, ok. Mais surtout, en fait, ils avaient une sorte de capteur photo qui permettait d'avoir pas un grand angle, mais de voir assez loin ce qu'il y avait. Et potentiellement, est-ce qu'on pouvait avoir un moment de solitude, de trouver du monde dans des mauvaises positions, ou surtout, s'il y a infraction, l'aspirateur peut aller voir ce qui allait le bruit, et potentiellement, voilà. Donc, voilà. Dans le cas de figure, dans la sécurité, tu te dis, ok, s'il y a effraction comme ça, tu as une vidéo qui montre qu'il y a des gens qui cassent la porte ou cassent une fenêtre pour rentrer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il faut pas espérer que ce mode de détection de son peut pas être utilisé, enfin peut pas être activé à d'autres moments de ta vie, type quand tu ronfles, quand tu fais autre chose qui peut être plus bruyant que ça, et qui ne sont pas CGU pour Twitch. Donc voilà, faut espérer que le robot ne faisait pas des fausses détections et aller voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait ce bruit en mode voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu malheureux. Donc voilà, donc c'était un petit peu la news qui fait peur entre Noël et le premier de l'an, d'un point de vue sécurité, mais bon, après on n'est pas allé, on va pas plus loin, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que il y a peut-être je dis bien, poursuite potentielle de certains utilisateurs à ce niveau-là, si c'est aux États-Unis principalement. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire de plus sur cette news un petit peu chelou? Non, tu as pas mal résumé les problématiques que ça pouvait engendrer. Je pense que non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ok. Alors, on va passer sur quelque chose qui est un petit peu plus what the fuck, je vais dire ça. C'est vu que en plus j'ai deux grands spectateurs qui adorent Apple, là je pense qu'ils vont dire ah tiens, j'ai quelque chose à faire à côté, au revoir, merci. C'est suite à la sortie du dernier iPhone 14 et des dernières Apple Watch, la 8, la SE ou la 8 Ultra, ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une nouveauté, une révolution à ce niveau-là. C'est la détection de chute ou d'accident et d'un appel automatique au centre d'urgence le plus proche. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis quelques temps, depuis la sortie des nouveaux appareils, on a des moments de solitude. C'est que les centres d'urgence des stations de ski, et surtout aux États-Unis, hein, vu que c'est une news qui nous remonte plutôt dans les États-Unis, qui nous annonce qu'en fait, quotidiennement, ils ont une hausse de 15 à 20% d'appels qui sont en fait liés à des appels automatiques d'iPhone ou d'Apple Watch, qui appellent, qui disent voilà, qui disent que voilà, les personnes sont en train de tomber dans de la poudreuse ou autre, que la personne reste dans la poudreuse en mode ah ça fait du bien ou autre, et en fait l'appareil appelle les centres d'urgence en disant voilà, il y a un appel qui a été fait, que l'opérateur des centres d'urgence, il tombe sur ce cas de figure en mode pourquoi vous m'appelez, vous êtes juste tombé dans la neige, ça va, oui, bon, ok. Et en fait, ce qu'ils annoncent, c'est que dans le Colorado, ils disent qu'il y a des centres surchargés qui sont débordés d'appels automatiques. Et donc, c'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est que ayant de la famille qui travaille dans les centres d'urgence, c'est quand même malheureux de surcharger des lignes inutilement, alors que potentiellement il peut y avoir des vraies urgences entre guillemets. Donc c'est ça qui est un petit peu problématique dans le cas de figure. Donc voilà. Et salut mon cher Galouf, comment vas-tu? Voilà. Ce
qu'ils annoncent dans l'article, c'est que oui, l'opérateur appelle ensuite la personne qui a rappelé en disant oui, est-ce que ça va, machin truc, et ils se rendent compte que oui, il y a bah, une chance sur 5 qui, qui est du faux, quoi. C'est ça qui est un petit Ouais. peu malheureux. Et bon, Apple a un petit peu dit entre-temps, bon, my bad, on va essayer de... Oui, c'est énorme quand même, une chance sur 5. Ouais. My bad, on va essayer d'améliorer la problématique dans le premier trimestre. Donc voilà, hein, Donc c'est bientôt, ça qui est quoi. c'est ça qui est quand même un petit peu malheureux, c'est que tu te dis, voilà, c'est déjà et d'une, bah malheureux pour les centres d'urgence, mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la première fois. Dans les premières versions d'iOS 16, on avait déjà eu un souci à ce niveau-là, c'est que il y avait déjà des appels automatiques euh, en fait, il y avait eu des gens qui avaient fait un détection d'appel d'urgence pour Mhm. accident de la route, sauf qu'en fait la personne était dans un grand 8. Ah ouais. Voilà, il y a eu un moment de... Après, c'est comme dit dans la chat room, c'est ok, c'est quand tu tombes la montre ou tu laisses le temps de confirmer si tu as besoin d'un appel, c'est aux gens de réagir. Après, c'est ça qui est malheureux, c'est imagine, mon cher Seb Pop, quand tu parles comme ça, ok, mais imagine, quand tu es dans de la poudreuse ou autre, tu as des faux négatifs, enfin, des faux... que ton écran, l'écran tactile réagit aussi avec l'humidité de la poudreuse, ça peut potentiellement faire le slide de l'appel d'urgence. Si tu es tombé sur le dos, imaginons, tu peux potentiellement activer quelque chose comme ça. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a peut-être des fautes positifs, mais là, on est dans un cas de figure où euh, c'est pas un slide pour l'appel, c'est un slide pour couper. Ok. Mais tu vois ce que je veux dire, mon cher Toufik, euh, c'est que l'un comme l'autre, ok, c'est bien, mais est-ce que la fonctionnalité est peut-être pas trop marche peut-être trop bien ou détecte trop à une détection trop fine, alors qu'il devrait peut-être baisser un petit peu la sensibilité. Toutes ces choses-là. Après, on est d'accord, on est sur les premières, on est dans les premières versions. Après, ce qu'il faut se poser la question, oui, c'est est-ce que c'est déjà une fonctionnalité vitale dans l'absolu? Est-ce que est-ce qu'il y a un réel intérêt de faire ça? Ok, moi je comprends, ayant travaillé, enfin vu que je travaille dans la santé, je vois l'utilité hein, de, par exemple, les personnes âgées qui sont encore chez eux, qui ont un assistant de vie ou autre, et qui ont une Apple Watch ou un iPhone, qui ont une détection de chute, ok, d'accord. Mais là, on est dans l'effet peut-être première version, malheureusement. Il faut qu'il y ait des successions de mises à jour pour faire de la bonne qualité. C'est ça qui est un petit peu malheureux. Dans notre cas de figure, c'est que là, on est peut-être un petit peu trop dans le sensationnel et voilà. Mais voilà. Est-ce que là, on est déjà peut-être dans un moment où il faudrait peut-être qu'ils retravaillent quand même parce que là, on est vraiment sur de la détection peut-être un petit peu trop forte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me dis, de manière générale, les smartphones amènent de plus en plus de fonctionnalités à ton quotidien, vraiment de plus en plus et je me dis, l'idée est très bonne. L'idée, elle est vraiment bien. Enfin, c'est quelque chose auquel, enfin, j'aurais pas pensé, mais du coup, forcément, ça s'installe dans notre quotidien. Après, est-ce que c'est le rôle d'Apple de proposer ce genre de fonctionnalité? Je sais pas. Je me dis, heu, par exemple, moi, si, je me dis dans l'absolu, l'idéal, ce serait d'avoir ce type de gadget, enfin de gadget, d'aide sur
ton véhicule, qu'il soit intégré à ton véhicule, plutôt que de l'avoir sur ton téléphone. Parce que, bon, ce serait plus simple, parce que forcément, quand tu prends ta voiture, enfin, ça peut arriver, quoi. Voilà, c'est un fait. Après, bon, forcément, une chute, ça peut aussi concerner, bah, voilà, on peut très bien faire autre chose. On peut très bien, par exemple, je sais pas, ouais, je parlais des accidents de voiture, mais par exemple, si on disait, enfin, effectivement, si on dans le cas d'une personne qui tombe et qui se relève pas, je vois pas comment on peut faire, enfin, comment ça peut s'arranger, parce que je me dis: «Bon, il y a plein j'ai plein de réserves sur le sujet». Genre, il y a du bon et du mauvais. Je sais pas, genre, je me dis: «Bah, en gros, concrètement, comment ça pourrait être mieux? Comment ça pourrait être mieux?» Je sais pas. J'ai pas trop de j'arrive pas à concevoir la chose. Ça me semble, ça me semble surréaliste. Après, comme dit Toufik sur la chatroom, et là je suis en partie d'accord avec lui. Surtout pour l'électrocardiogramme qu'ils avaient annoncé comme un truc génial. Oui, il y a un truc. Il y a un truc génial. On va dire que il y a eu en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et ça, Mmh. c'est démontré, hein. Les Apple Watch permettent, avec leur ECG, leur capteur de CG, de détecter des petites choses type une défibrillation, des choses comme ça qui sont un petit peu assez pointues, mais Ouais. qui sont en mode, enfin pas accompagnant, mais dire voilà, ce que vous faites là actuellement, c'est pas totalement bon, vous avez un rythme cardiaque un petit peu différent. Mmh. Essayez d'aller voir votre médecin, il y a peut-être quelque chose. Il y a eu, bon, les hypochondriacs qui y sont allés aussi, mais on va dire que dans l'absolu, en fait, le fait que ces fonctionnalités soient intégrées dans un appareil dit grand public, hein, on est dans ce cas de Mmh. figure-là, il y a du bon et du mauvais côté. Il faut pas se Mmh. leurrer. L'électrocardiogramme a permis de détecter, je pense, plus de problèmes cardiaques que prévu, vu Ouais. qu'il y a, sans être méchant, hein, les personnes qui ont des problèmes cardiaques le savent que quand il y a une problématique. C'est-à-dire que quand on a un infarctus du myocarde, à moins d'être sensibilisé et ainsi de suite, on a, à moins d'avoir un appareil, enfin un appareil type une Apple Watch ou autre, tu vas pas te dire tiens c'est bizarre, j'ai mal, j'ai des petites douleurs ou autres, les signes avant-coureurs de l'infarctus qui peuvent être Mmh. détectés, imaginons. Tu peux potentiellement passer avant, passer outre, enfin ne pas les détecter vu que tu n'es pas sensibilisé, mais l'appareil si. Mmh. Donc ça peut potentiellement sauver des vies. Ça, je suis d'accord. Là, dans notre cas de figure, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas possibilité d'affiner quelque chose du fait que, imaginons, euh, augmenter peut-être plusieurs capteurs, c'est-à-dire par exemple le CG, allier le capteur de CG avec la détection de chute. Imaginons, voilà, les personnes qui sont en stress, qui sont par exemple une personne âgée qui tombe ou des personnes qui font des chutes ou qui ont un accident. Tu as un rythme cardiaque qui peut démontrer que oui, le choc qui a été détecté ou le choc de la chute ou le choc et ainsi de suite peut dire ah attention, il y a peut-être quelque chose. Attention, c'est peut-être voilà. Là, on est dans du médical à notre poignet, donc il y aura toujours des faux négatifs et des faux positifs, comme dit Toufik. Euh... ok, d'accord, mon cher Suisse. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a l'idée de détecteur de chute et ainsi de suite est un bond en avant dans la sécurité de la personne. Mais on est peut-être trop tôt dans la technologie pour se dire c'est une révolution.
oui, il y a quelque chose, mais est-ce que ça serait peut-être pas mieux de se dire, est-ce que c'est une bonne chose, mais à long terme? C'est par exemple, comment dire? Par exemple, une chose toute simple que tu peux dire, que notre téléphone a très oui, et oui, je sais bien, mon cher Toufik, que les faux positifs, ça existeront toujours. Mais ce qu'il faut se dire, euh, notre téléphone portable a eu un intérêt très grand, rien que pour la santé ou dans les moments d'urgence, c'est, imaginons, un accident se passe devant toi, bon, pas le réflexe, c'est de prendre en photo l'accident, prendre en vidéo l'accident, non. Normalement, ce que tu devrais faire, c'est en tant que personne qui est soit formée au premier secours ou autre, c'est appeler les urgences, appeler le SAMU, ou appeler des choses comme ça. Et ça, c'est une avancée indéniable. Un téléphone portable, dire voilà, il y a un accident devant moi, je fais le 112, bonjour, voilà, je suis monsieur un tel, je suis à tel endroit. Et ça, c'est surtout une chose qu'il faudrait former beaucoup plus de monde, former comment alerter toutes ces choses-là, dire voilà, il y a un souci, et de croiser pas les effluves, mais de croiser plusieurs choses. Dire voilà, dans notre cas de figure, voilà. Oui, je sais où tu travailles, donc c'est pour ça que je te titille un petit peu, mon cher Toufik. Il travaille aussi dans la santé, mais du côté détection. Donc c'est pour ça que, voilà, là on est dans un cas de figure où il est un petit peu... on le touche dans son boulot, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est toute une problématique. Hein, faut pas se leurrer. On est dans une problématique où il y a du bon et du moins bon. Voilà. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans les premières versions. Donc là, potentiellement, je pense ça ne peut être que meilleur en fait. Voilà, on peut se dire qu'on part de loin. Et comme dans toute qualité qui augmente, on peut aller que vers le mieux. Là, on est dans le cas de figure que là, on est dans le moins bien. Que on arrive dans la période de notre cas de figure qui est que d'ici quelques mois, il va y avoir les vacances des sports d'hiver, où il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller dans les stations de sports d'hiver. Et traduction, il va y avoir des chutes, des gens comme ça. Donc, il y aurait peut-être possibilité et intérêt indéniable d'augmenter la qualité de la précision de ces chutes pour le bien d'Apple. Ouais. C'est que ok, d'accord, on est dans une amélioration de la vie. Après, moi, je n'ai pas d'appareil type Apple, je suis un Android fanboy et avec un bracelet connecté. Mais voilà, moi, c'est peut-être plus pour d'autres utilités que je les ai. Mais dans l'absolu, je vois l'intérêt à l'annonce de notre cher Apple de faire toutes ces choses-là, que la brique de la santé connectée est très importante, et là ils sont de plus en plus dedans. Mais là, je pense que c'est des fonctionnalités qui ont été peut-être pas sorties trop tôt, mais qui sont améliorables. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est si on voit un réel intérêt, on va avoir les Garmin, les Fitbit et toutes les autres marques de santé connectée qui vont dire hey, nous aussi on a un bracelet connecté, ou hey, on a aussi un bracelet, on a une montre connectée qui nous permet de faire la même chose que vous. C'est-à-dire de détecter une chute, de détecter ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la santé connectée, il y a déjà des appareils de ce type-là, de détection de chute et ainsi de suite. Après, et il y a eu des grands-parents dans ce type-là. C'est bien de tout centraliser en fait, d'avoir un outil qui permette de faire plein de choses différentes. Donc le fait que justement ton téléphone ou ta montre, enfin ta watch te permet d'avoir ce genre de données, moi je trouve ça plus intéressant que d'avoir 36, je sais pas, bracelets ou quoi que ce soit qui vont servir à des utilités différentes. Je trouve ça mieux personnellement que tout soit centralisé dans un seul et même outil. Je pense que... Et oui, là, mon cher Toufik, j'allais en parler la semaine prochaine, mais là, tu es en train de me couper l'herbe sous le pied. WeSync vient d'annoncer au CES un appareil qui est inutile, donc indispensable, comme dirait l'autre. Donc, c'est un appareil que tu mets dans tes toilettes,
qui est que tu dois un petit peu uriner sur ces appareils et ça fait une analyse d'urine assez rapidement et après il faut voir la fiabilité et ainsi de suite, et ça permet de t'annoncer que peut-être il y a des problèmes, tu as des problèmes de santé que tu peux détecter via les urines et qu'il faudrait peut-être prendre rendez-vous. Ça serait fiable et potentiellement, d'après ce que j'avais lu, imaginez la vie connectée où on a une petite notification de cet appareil-là sur la tablette de la maison ou n'importe lequel produit. Et imaginez ce produit-là, un analyseur d'urine. Après, il faut voir ce qu'il peut analyser. Mais imaginez un analyseur d'urine, et c'était ça la blague que j'avais préparée pour la semaine prochaine, c'est imaginer cet appareil comme ça, que tu mets dans les toilettes, et que l'homme a des notifications, enfin la personne qui est dans la maison a une notification, ce qui est ah bonjour, félicitations, vous êtes enceinte. Ça peut être des moments de blagounette ou autre de ce type-là. Ça peut être bien la santé connectée, mais ça peut être des moments de loose comme on peut voir là, mais aussi des moments de grande rigolade. Voilà. Il faudra quand même l'activer avant de l'utiliser. Oui, mais imagine la blague. Imagine la blague, mon cher Toufik, que le détecteur peut analyser plein de choses, dont les bêta-HCG, c'est-à-dire les hormones de grossesse que tu as dans les urines quand tu es enceinte. Potentiellement, imaginez les moments de blague que potentiellement l'appareil s'active quand tu as des amis qui vont aux toilettes et que tu fais des analyses préliminaires, dire voilà, tu as peut-être des problèmes de santé, faudrait peut-être que... Et là tu te fais passer pour l'ami chiant. Mais ça c'est une autre histoire, et ça peut être aussi très marrant pour la blague du... voilà. Mais oui, la santé connectée est quand même un pan de la high-tech qui est très intéressant, comme plein d'autres choses. Et la santé connectée est très bon, et il y a des grosses avancées, dont par exemple les balances connectées, les impédances mètres et ainsi de suite, qui permet de connaître ton IMC et autre chose. C'est une bonne idée, mon cher Toufik. Si les appareils de ce type-là, ça peut faire enceinte Bluetooth. Ça, c'est voilà. Ça, c'est une petite blague entre nous avec Toufik et Seppop. Si ça peut être une bonne blague d'utiliser les appareils connectés pour plein de choses, dont pour écouter et mettre de la musique dans les toilettes. Et ça peut être très bien, avoir un capteur d'urine avec un petit enceinte. Ça, il y a un petit truc à creuser, mon cher Toufik, il faut qu'on dépose un brevet. Ah oui, ou diffuser des bruits blancs pour éviter les bruits incongrus. Très bonne idée. Faut qu'on voit des choses comme ça, mon cher Toufik. Faut qu'on y réfléchisse. Je sais qu'on va se voir assez rapidement. Je pense qu'il faut qu'on fasse un moment de brainstorm geek à ce moment-là, de brainstorming, et voir s'il n'y a pas une chose. Oui, on a un prototype dans Wikio. Ok, pas de soucis, mon cher Toufik. Donc voilà, c'était le petit moment de blague et de discussion sur ces santé connectées. Mais voilà, on peut... c'est ça qui est bien aussi sur le Brainstorm Geek, c'est on parle sur des faux positifs, sur des choses pas très marrantes, qui sont sur la chute et ainsi de suite. Et on peut dévier jusqu'à parler d'analyse d'urine et d'enceintes qui permettent de couvrir des bruits incongrus des toilettes. Ça peut... On peut dévier assez facilement. Mais voilà. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire, ma chère Saria, sur ces choses-là? Sur la santé connectée, par exemple? Je trouve que c'est une excellente idée, en fait, de mettre la technologie au service de la santé. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour progresser dans ce domaine. Après, pour le reste, pour la diffusion dans les toilettes, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis à ce sujet. Ok, Toufik, il faut qu'on se
Faut qu'on se call Il y hors a stream. un truc à Voilà. faire. Il y a peut-être un truc à faire. Faut qu'on creuse. Faut qu'on creuse. Donc voilà, voilà. Sans transition, on va partir sur une news de vieux, hein, comme dirait, l'autre. C'est que on vient de nous annoncer déjà, c'est est-ce que vous avez encore chez vous des téléphones fixes? Ça c'est la grande question. Alors moi la Alors, réponse est oui. personnellement, non. Je n'en ai Voilà. pas. Et est-ce que vous l'utilisez? Ça, c'est la réponse est souvent non. Voilà. Comme certains dans la chatroom. Et ce qu'il faut s'annoncer, c'est que depuis le début d'année, l'ARCEP a changé des règles dans le monde de la téléphonie fixe. Il va y avoir, en fait, ils ont signé la fin de la géographisation des numéros fixes. Alors je ne sais pas si vous vous rappeliez, ça date des années 2000. Rappelez-vous, on avait 5 zones quand on est passé des téléphones fixes de 8 chiffres à 10 chiffres. On est passé avec des indicateurs de région où l'ouest c'était le 02, le nord-ouest c'était le 02, le Paris c'était 01, 03 c'était l'est et le nord, le 05 c'était le sud-ouest et le 04 c'était Marseille et la Corse. Alors, tous ces indicateurs-là vont changer. En fait, on va plus avoir cette problématique-là. C'est que on va avoir, on pourra avoir notre numéro de fixe actuellement. Par exemple, moi, je suis dans la région centre, donc j'ai l'indicatif 02. Imaginons, je déménage à Bordeaux, en Corse ou à Lille. Je peux garder mon numéro de fixe ad vitam aeternam. C'est ce que l'ARCEP vient d'annoncer. C'est que on va avoir comme un petit peu notre numéro de téléphone portable. Tu auras une sorte de RIO où tu peux garder ton 02 ou ton 03 ou enfin ton numéro de fixe. Et ça, je trouve que c'est une chose qui avant était bien de savoir que quand on t'appelait, tu savais plus ou moins d'où ça venait. Là, on est dans une chose qui est normale entre guillemets, c'est que on peut potentiellement changer de vie entre guillemets et tu gardes toujours le numéro. Tu gardes ton numéro, pas ad vitam aeternam, mais presque. Donc moi je n'ai pas de 09, je n'ai que j'ai un 02, j'ai encore mon numéro de téléphone de fixe et un 06 pour le perso. Donc voilà. Donc maintenant on pourra avoir une migration ailleurs que dans le 02, 09 et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Saria, de cette annonce? Alors honnêtement, en fait, le fait que les téléphones portables peuvent, tu peux conserver ton numéro quand tu changes, je sais pas, quand tu changes de téléphone, quand tu changes de forfait, bref. Le fait que ça existe, que tu puisses garder ton numéro de téléphone, ça me Ça choque c'est pas plus que logique. ouais, ça me choque pas plus que ça que ta ligne fixe, te suive au même titre que ton téléphone portable. Après, il y avait ce concept un peu d'identité quand tu as ton avec forcément 01, 02, ça indique un peu où tu te trouves dans la France. C'est vrai que, honnêtement, je me dis, bon, bah, maintenant, déjà, oui, c'est vrai, on se sert beaucoup plus de son téléphone portable que le téléphone fixe. Enfin, moi, je me servais d'un téléphone fixe uniquement dans le cadre du travail. Et même à ce niveau-là, maintenant, je me sers plus de mon téléphone portable pro. Et du coup, bah, je me dis, qu'est-ce que ça change concrètement? Pas grand-chose. Enfin, Mais clairement c'est ça, hein. C'est juste que c'était une limitation historique. Parce que Ouais. même ce qu'il faut se rappeler, c'est que tous les numéros qu'on avait, même quand on était encore à 8 chiffres, donc ça date des années 90, hein,
début des années 90, voire avant. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, ton numéro, le 01, 02, 03, c'était un indicatif pour avoir ta région, mais les chiffres suivants étaient aussi un indicatif quand on était encore au niveau des 8 chiffres. Je sais pas, moi, c'est un 02 38 ou quelque chose. Le 38 te donne aussi une information géographique d'où tu es. Ouais, mais c'est toujours le cas pour les numéros actuels parce que je m'étais déjà fait la remarque, enfin la réflexion comme quoi en fait, par exemple, dans le quartier où je vis, tous les numéros de téléphone commencent de la même façon. Ah mais c'est ça. Du coup, je me dis: «Bon, bah, forcément ça se suit, il y a pas de grande différence», enfin voilà quoi. Je sais pas et puis, ouais, enfin, il y a eu forcément post-covid, il y a eu beaucoup de déménagements, Bah donc c'est ça, forcément je me et je pense dis, que là c'est lié plus à ça qu'il y a ouais. un, un nouveau entre guillemets, Mmh. une suite logique du fait que Ouais. bah, en plus moi, enfin étant pas très loin de l'Île-de-France, j'habite à 1 heure de Paris. Mmh. J'habite région centre, donc vous voyez à peu près où je peux habiter. En fait, on est dans une région qui est attractive pour les Parisiens ou les gens qui sont de banlieue, parce qu'on est aussi loin que des gens de on est aussi loin que les gens qui sont en banlieue, mais on a la forêt, on a la campagne pas très loin, et Mmh. c'est maintenant une terre d'attractivité. Là, c'est le moment du papa geek, mais pas que. On a ça, je le sais malheureusement ou heureusement par la mairie et par du fait de côtoyer les gens qui sont à l'école. Il y a de plus en plus de parents parisiens qui viennent sur la ville où j'habite et qu'ils achètent des maisons, machin truc, et qui nous dit bah voilà, euh, de fil en aiguille, quand tu parles un petit peu avec eux, tu leur dis bah voilà, ok, bah bienvenue, machin truc. Enfin, truc logique, et dans la discussion, tu demandes un petit peu pourquoi ils viennent, et Mmh. souvent on nous dit bah en fait, bah, on vient parce il fait bon vivre chez vous. Enfin, il fait bon vivre. Il fait, on est Il y a un bien meilleur cadre de vie. il y a un meilleur mode de vie que la vie Mmh. parisienne, même si beaucoup de gens aiment la vie parisienne, il y en a qui en ont marre aussi. Donc voilà, Ouais. c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est que toutes ces choses-là, voilà, on est dans des moments comme ça où c'est intéressant. Et là, on est dans la totale continuité depuis le Covid, avec le télétravail qui s'est plus ou moins démocratisé. Ce Ouais, qu'il faut se ouais, dire, ouais. hein, c'est moi j'ai une personne que je connais dans la vie réelle, elle est en télétravail full, 7 sur Mmh. 7, elle y va de temps en temps pour les grosses réunions, mais elle vit en télétravail enfin là où j'habite, près d'Orléans, et on est en mode bah elle dit moi je travaille comme si j'étais sur Paris, alors que je suis à 1 heure, et s'il y a vraiment besoin, j'ai 1 heure de trajet en train, bon, même un petit peu moins, il y a 58 minutes pour aller jusqu'à Paris, d'Orléans à Paris. Mmh. Et voilà, et tu te dis bah on n'est pas si loin que ça, et c'est bien, c'est la bonne direction de l'histoire entre guillemets. C'est Ouais. voilà, on est dans ces moments-là. Donc voilà. Voilà. C'est une idée qui est aussi bonne que bien d'autres choses. Donc voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire à ce niveau-là? Je pense pas. Non, non, l'essentiel a été dit, Ouais. Ok. Et en tout cas, merci le sapeur-pompier 91 pour le follow. Voilà. Ensuite, on va passer sur la 4e news de la semaine. C'est la réalité virtuelle va nous permettre de revivre l'âge d'or du jeu vidéo. Alors qu'est-ce que l'âge d'or du jeu vidéo?
c'est quand on était gamin, hein, tout simplement, où on n'avait pas le mal, le mal qui est le online, le multi-online uniquement, et pas le multi-local. En fait, c'est la réalité virtuelle, donc tout ce qui est l'Oculus Quest et toutes ces choses-là, l'Oculus Rift et le MetaQuest et toutes ces choses-là, en fait, euh, permettent en fait il y a de plus en plus de personnes qui en ont, surtout qui sont en train de créer des niches à eux-mêmes, et surtout des idées de jeux qu'on n'y avait pas pensé. Là actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire une chose qui est déjà connue dans les jeux type console et même PC, c'est l'émulation. L'émulation, ils sont en train de penser émulation, mais dans la réalité virtuelle. EmuVR, c'est un émulateur multiplateforme où tu auras, entre guillemets, un, un lieu de jeu où tu auras ton émulateur, mais aussi l'autour de la console en proprement dit. C'est-à-dire que tu pourras avoir en fait dans ce logiciel-là un fond, c'est-à-dire une pièce avec une télé cathodique ou une télé tout court, les consoles modélisées en 3D, des étagères avec les jeux de ce type-là. Imaginons, le jeu Resident Evil 4 sur GameCube et ainsi de suite. Et tu pourras brancher la GameCube, mettre tes jeux dans la GameCube de façon émulée et en réalité virtuelle. Mais surtout, grande chose qui est géniale, c'est qu'ils sont en train de faire une chose qui est là depuis bien longtemps dans les émulateurs normaux, dits normaux, c'est le netplay. Qu'est-ce que le netplay dans l'émulation? C'est de pouvoir jouer en ligne à des jeux compétitifs type, imaginons Street Fighter 2, pour les grandes années de combat, les jeux de baston des BZ pour les plus anciens. Mais on peut aussi penser à jouer à Donkey Kong Country. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, à jouer à Puzzle Bubble, toutes ces choses-là qu'on pourrait jouer. Là, ils sont en train d'annoncer qu'on va pouvoir faire ce type de choses dessus, et surtout avoir un lieu de vie pour jouer, par exemple, imaginez, à... là, c'est le joueur de Nintendo 64 qui se réveille, c'est jouer à GoldenEye 64 avec ses potes, en VR, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, malheureusement, on peut pas le voir sur l'article que j'ai partagé à la chatroom, c'est il y a eu une vidéo de démonstration où il te montrait comment ça marchait, et tu avais en fait une démonstration de joueurs qui jouaient à un jeu multi, et en fait ça modélisait une personne par joueur, et donc ça te permettait d'avoir, entre guillemets, la simulation de pouvoir revivre les grands moments de ton enfance dans les années 80, 90, voire 2000, où on passait les après-midi entiers devant une console à jouer à des jeux écran splitté, à rigoler et à manger des chips. Mais ça, tu ne peux pas le faire encore en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée, ou potentiellement c'est un truc totalement what the fuck? Ah non, je peux dire que c'est qu'une bonne idée de recréer, enfin de redonner le sentiment enfin, avec tes potes, parce que les choses de la vie, il faut qu'on n'est pas toujours réunis dans une même pièce pour jouer, à un même jeu. Quand ça arrive, c'est cool, hein, mais si c'est pas le cas, forcément la technologie s'adapte. Et C'est ça. que quelque chose comme ça soit possible, moi je trouve je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Enfin, c'est pas une illusion, parce qu'au final, les gens sont là sans être là. Ils sont quand même présents, hein, ils sont quand même là. Et du coup, donner l'illusion qu'ils sont là, je me dis, bah,
quel est le problème? Je veux dire, en fait, on n'est pas obligé. Donc, si tu as pas envie, tu le mets pas. Et si tu as envie, bah, tu le mets. Enfin, voilà, C'est ça, quoi. c'est clairement une très bonne chose. C'est une avancée. Après, dans l'absolu, on est dans cette étape-là, et ça depuis avant le Covid. Même avant le Covid, c'était déjà connu, le netplay et les émulations avec émuler le fait qu'on est ensemble, mais pas ensemble physiquement. Mmh. Euh, c'est une bonne chose. Moi, je me rappelle encore de mes débuts sur le stream, où je faisais des soirées stream le samedi soir en live, où j'avais proposé des manettes à des viewers. S'ils voulaient, ils pouvaient venir jouer à des jeux, ainsi de suite. Et Ouais. à l'époque, bon, j'utilisais la fonction Remote Play de, de Steam, mais il y a Mmh. aussi maintenant Parsec qui marche bien, toutes ces choses-là, et qui permet en fait d'avoir des jeux multi du type, si tu connais Broforce, qui est un jeu totalement marrant à faire, Ouais. en groupe, même si c'est un bordel sans nom quand tu y joues, c'est très Mmh. marrant d'y jouer, même en ligne, avec des potes, avec encore mieux le Discord dans un coin, et que tout le monde papote à dire des conneries. Ça, ça a la saveur d'antan, où même s'ils ne sont pas là à côté de toi, c'est la saveur d'antan de jouer à des vieux jeux, ou des jeux qui Mmh. ne sont pas faits pour, qui n'étaient pas prévus d'avoir un online, et d'y jouer en mode rigolade, prout ta gueule, quoi, à dire des bêtises, et c'est ça qui est bon. Ça me donne envie de refaire potentiellement ça, toutes ces choses-là, toutes ces news-là me donnent envie de refaire des jeux type Castle Crusher, qui est pas si vieux que ça, qui date de l'époque Xbox 360, qui était marrant à faire, ou même les Street of Rage 4, qui sont très bons aussi à faire en groupe, et qui sont très marrants. Ouais. Et ça, c'est les petits moments qui sont très rigolos à faire, même rien que pour ceux qui s'en rappellent l'été dernier, que on a joué à... Ah non, j'ai que la version. Je croyais plus la voir. Hop, je le reviens. Hop. C'est, imaginons, rappelez-vous des lives. Non, mon cher Toufik, ça serait tellement bien, mais il faut que je fasse le montage et ainsi de suite. Mais pourquoi pas. Rappelez-vous de ce jeu-là. C'est Tortue Ninja Shredder Revenge. Il y a un jeu très bon qui est sorti cet été. Et tu peux y jouer jusqu'à 6 en ligne. On a fait des streams avec l'ami Flo Natura Geek, et qui est un jeu mais totalement what the fuck, et tellement bon. Mais pourquoi pas, on pourrait peut-être se le faire, mon cher Toufik, peut-être après que le PC a encodé. Chut. Voilà. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est ça qui est marrant, on peut rigoler. Et si la VR, qui est quand même une niche malheureusement, tend à s'étendre avec des choses comme ça, je pense que ça peut être une bonne idée de faire pas que des streams, mais que des soirées entre potes qui ont chacun, bon, des casques de réalité virtuelle, mais faire des sorties comme ça, c'est ça qui peut être marrant. Et Mmh. voilà, c'est une chose qui peut se démocratiser, être très bon. Mais en tout cas, si ça te dit, je pourrais te montrer, si t'as l'envie te prend de faire des jeux en multi, et que le jeu n'est pas prévu, il y a des solutions type Parsec, Ouais. Parsec, qui sont Ouais. très bien, ou le Remote Play de chez Steam, Mmh. qui sont très bons. Bon, après, il faut avoir un bon débit, il faut avoir la fibre, mais, euh, Ça mais dans va. l'absolu, voilà. Mais voilà. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à parler du rétro gaming, de la réalité virtuelle? Est-ce que tu as déjà utilisé la réalité virtuelle? Est-ce que tu as un casque Jamais. de rallye? Non, pas du tout, j'en ai pas. Eh bah, Je m'en suis jamais servi, mais je trouve que c'est une excellente idée en fait, de continuer à faire vivre le rétro gaming à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, c'est une façon de le téléporter à notre époque et c'est de rendre ça. ça accessible à plein de gens, à une génération qui n'a jamais connu ça. Enfin, je trouve ça excellent, honnêtement. Ouais, Enfin, de faire revivre un petit peu mmh, l'époque, les 90s en c'est 2020. ça. Parce que Ouais, ça c'est reste, oui, ça reste une
ça reste une grosse industrie, le rétro, et ça reste quand même, enfin, c'est forcément, il y a un côté nostalgique qui est forcément, qui est C'est l'effet nostalgique qui parle. C'est rien forcément. d'autre. Mais chut. Voilà. Mais voilà, mais on est plus dans ça. C'est à ce niveau-là que c'est ça qui est bien aussi, c'est ce qu'il faut se dire. C'est Donc ça. voilà. Donc voilà, voilà. Alors, je vais faire le Jean-Michel transition que Seb Pop aime tant. C'est, on parle de rétro gaming dans la réalité virtuelle, mais là il n'y a qu'un pas avec la rétro gaming, mais en physique, qui est l'annonce de d'une nouvelle console portable 8 bits, qui est le nul autre que la Ardu Boy Mini. Alors, il y a sur Kickstarter un bidouilleur qui vient d'annoncer une nouvelle console qui s'appelle la Ardu Boy Mini. C'est fait par un concepteur qui s'appelle Kevin Bates, qui a lancé l'Ardu Boy. C'est une Game Boy, pour faire simple, plus ou moins libre de droit, qui est basée sur l'architecture Arduino. C'est une architecture, pour faire simple, c'est un petit peu comme le Raspberry Pi, si vous connaissez. C'est ah oui, on aime les transitions bien préparées. Ah, je savais. C'est que en fait, Arduino. C'est un, aide-moi mon cher TLM, si tu es là. C'est un moyen en fait open source. C'est une architecture open source où tu peux, de bidouillage entre guillemets, tu as des appareils type Arduino qui te permettent de créer plein de choses et de faire des mini contrôleurs, voilà, qui permettent de prototyper et de faire des choses de ce type-là. Là, dans notre cas de figure, l'Ardu Boy est une Game Boy, entre guillemets, et de faire des projets libres de droit ou autres, mais au point de vue physique. C'est-à-dire qu'on peut faire une sorte de prototypage, et de pouvoir transformer quelque chose petit à petit, et pouvoir créer des choses au final. Type, imaginons, ah bah non. Moi, par exemple, j'avais fait à une époque avec un Arduino, enfin avec un ESP, mais on pourrait le faire avec un Arduino, une horloge connectée, par exemple, où tu peux faire, par exemple, des choses du type, tu peux faire un petit ordinateur qui te permet de lancer des choses et de créer des choses simples du style détecter un changement de température, toutes ces choses-là. Tu peux faire plein de choses avec ces appareils. Et là, en fait, le gars a proposé de créer une chose totalement totalement en 8 bits, c'est de faire une console dite 8 bits, mais assez bidouillage, assez axé sur le bidouillage, pour pouvoir faire des choses comme à l'époque de nos Game Boy. Et là, en fait, il nous a sorti un Ardu Boy Mini. C'est qu'on puisse avoir, en fait, qu'on puisse développer, faire des petits jeux type 8 bits, type Game Boy, avec un appareil de ce type-là. Là, dans l'absolu, ce qu'il propose, c'est juste un haut-parleur, une batterie, un port USB ou USB-C, je crois. Et potentiellement, on pourrait le bidouilleur, si on est l'âme d'un bidouilleur, on pourrait faire des jeux 8 bits et potentiellement tourner des petits jeux 8 bits avec ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'Ardu Boy est en financement participatif, et actuellement, en fait, il est proposé pour la somme de 29 €, avec livraison prévue pour le mois de juin. Moi, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur quelque chose quand même qui est une fibre totalement rétro gaming et surtout bidouillage. Chose que j'aime bien faire. Et là, on est dans un cas de figure qui est quand même très marrant à faire. Et voilà. C'est que on est sur un appareil très marrant et potentiellement qui peut être fait avec
qui pourrait faire des jeux totalement marrants et surtout aider les personnes plus jeunes à comprendre le bidouillage et ainsi de suite. C'est ça qui est bien. Toutes ces choses-là, c'est ça qui peut être cool. Et voilà, c'est quelque chose qui est bien. C'est toutes ces démarches-là, c'est ça qui est cool. Après, il faut être très bon bidouilleur. Moi, je suis un petit bidouilleur dans l'âme, mais là, on est dans ces choses-là. Du coup, Donc, tu voilà. vas t'en prendre une Alors, l'envie me dirait oui. Mais là, avec les petits achats de Noël, plus le gros achat du level up du setup, mon portefeuille et le banquier me dit non, no way. Donc je vais laisser passer. Mais voilà. Mais franchement, c'est toutes ces choses-là, ça me donnerait envie, au moins de les avoir, peut-être juste pour la collecte, parce que je suis même pas sûr de l'utiliser proprement dit. Mais en vrai, juste de l'avoir pour collecte, de le mettre dans un coin, juste pour voilà. Et bah voilà. Et notre cher TLM qui est aussi bidouilleur que moi, et voilà. Il dit carrément c'est useless, il dit j'ai l'Ardou Boy et pour l'instant je l'utilise pas. Donc voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est voilà. Est-ce que toi t'es intéressé déjà par les petites consoles 8 bits, toutes ces choses-là, le revival des mini consoles? Et est-ce que tu serais par exemple intéressé par une console type si notre cher Nintendo nous sortait une Game Boy Mini avec plein de jeux? J'avoue que je vois pas trop comment c'est possible. Une Game Boy, c'est déjà petit. Donc, après, faut se rappeler de la Game Boy Fat. Hein. Ouais, j'avais la Game Boy Color. Pour moi, c'était déjà petit. Et, ouais, ça doit être celle-là. Attends, je dois la trouver quelque part. Elle doit être dans ce coin-là. Hop, ouais, voilà. C'est celle-là. Ouais, c'est cette Game Boy Color là que je pense que tu avais. Je me dis, voilà. Imagine, tu divises l'écran par deux. Comment tu regardes? Parce que déjà, en fait, le concept de mini, ça s'appliquerait aux consoles de salon et il y en a déjà qui sont sortis. Donc, la NES, la SNES, elles sont déjà sorties en format mini avec tous les jeux. Oui. Pour moi, ça s'applique qu'aux consoles de salon, ce genre de choses. Après, je veux dire, en fait, après, si tu veux jouer, dans le marché actuel, est-ce que ça vaudrait le coup, sachant qu'il existe des produits comme l'Analog Pocket? Oui. Je sais pas. C'est ça, hein, c'est l'Analog Pocket, ça te permet de faire totalement ça. Mais Ouais. moi, je serais plus d'avis. Après, ça, c'est le bidouilleur dans l'âme qui le fait. Hein. C'est que moi, j'ai offert à ma fille une petite DS Lite qui a un linker, hein, comme tout le monde a. Et malheureusement ou heureusement, tu as de l'émulation et toutes ces choses-là. Dans mon cas de figure, là, par exemple, j'ai la première PSP aussi, qui est que j'avais bidouillé à l'époque. J'ai une carte mémoire de je sais plus combien dedans dessus. J'ai une memory stick de 4 Go. Tiens, pas beaucoup, tiens. Où il y avait des jeux, où je mettais des jeux, et je m'étais fait, par exemple, un des jeux que je faisais à l'époque, qui est un jeu de l'enfance sur PS1 que tout le monde connaît, c'est le premier MGS. C'est souvent dans les émulateurs type PS1 pour voir si ça marche bien. Ce que je fais, c'est que je joue à MGS 1, donc Metal Gear Solid, le premier du nom, qui est bien. Le carton, voilà, que tout le monde sait, avec tous les petits bidouillages. Mais voilà, mais dans l'absolu, moi je serais pas contre, même d'avoir. Parce que là, ça va être le rétro gamer et le gars des années 90 qui a son regret, qui est par exemple, et j'en ai déjà reparlé dans plein de streams ou autres, moi je serais quand même tenté, bon après à quel prix, voilà aussi, c'est une console type Game Boy, mais pas la Game Boy comme ça serait de faire une Game Boy Advance SP Mini
Je sais pas si tu vois comment elle est, la SP. Ouais, C'est celle ouais, qui ouais. était C'est clapet, rétroéclairée, là. qui se refermait, Ouais, qui était ouais, ouais. avant la DS. Ouais. Et que là, on est pléthore de jeux. Ça, pourquoi pas? Ça, il y a Ouais, peut-être un marché. une console avec qui disposerait de tous les jeux, forcément, oui, je C'est pense ça. que c'est ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Après, si on est de l'âme d'un bidouilleur, c'est faisable avec Recalbox et un Raspberry Pi. Hein. Avec un Mhm. Raspberry Pi 3, si mes souvenirs, 3 ou 4, avec une cartouche et un... Enfin, on peut faire quelque chose. Il y a des coques qui se font actuellement de faire une sorte de Game Boy. Après, c'est format Game Boy. C'est plus gros. Ouais. Mais dans l'absolu, ce qui serait mieux, c'est de faire une ou même carrément une Nintendo DS qui fait de la Game Boy jusqu'à la DS. Et Ouais. passant par la GBA, par exemple. Ça, c'est aussi une idée. Une idée qui peut valoir de l'or. Mais voilà. Après, moi, personnellement, étant en mode bidouille, moi, je trouve que là, on est déjà dans le rétro gaming et ainsi de suite. Chose qui est très bien pour faire du rétro gaming légal. Bah, faut faire très simple. Hein. Faut avoir le Game Pass et pour les jeux Xbox 360. Avec le Game Pass Ultimate, tu as beaucoup de jeux 360 que tu peux faire en xCloud. Ou après, quand tu as une Nintendo Switch, c'est avec l'application NES, Super NES, Mega Drive et N64, hein, tout simplement. Et après, en attendant, tu as ça. C'est un Raspberry Pi avec une Recalbox dedans. Et tu mets tous tes jeux que tu cherches. Mais ça, c'est gris, entre guillemets. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite news, rétro gaming. Mais voilà. Oui, et coucou Fabrice de Recalbox. Mais chut. Voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite news rétro gaming. Voilà. Ok. Malheureusement, je n'ai pas pu faire comme certaines fois, trouver la news de l'ami Charlie, qui est trouver une news sur la blague du Doom Mars sur n'importe quoi. Il n'y a pas de news actuellement de ce type-là, parce que si tu cherches bien, ma chère Saria, il y a des grands bidouilleurs dans l'âme qui ont lancé les Doom, le premier Doom sur PC, mais pas que, qui a été transposé sur plein d'appareils, dont un test de grossesse, une brique Lego et plein d'autres choses comme ça. Et même une borne de McDo. Il y avait un mec qui l'avait bidouillé, il avait branché, il avait fait bidouiller. C'était la blague rétro, what the fuck, mais on ne l'a pas trouvé malheureusement. Donc on va faire 100 malheureusement. Donc voilà. Et là, on va partir sur la dernière news intéressante. Et là, Saria va se dire, ouh, là, c'est le grand moment. C'est mon moment. C'est Nintendo a essayé de cacher un jeu Zelda qui a été annulé. Qui est nul autre qu'un jeu qui a été fait par le studio des Metroid Prime et qui était destiné à être sur DS et qui devait s'appeler The Legend of Zelda Heroes of Hyrule, et qui serait en fait un jeu DS, mais pas un jeu type normal qu'on entend tous parler, qui est un bon jeu RPG qui va bien. Là, c'était un jeu du type Vandalert pour les plus anciens, si vous connaissez, Suikoden ou Final Fantasy Tactics. Ça serait en fait, Retro Studio avait essayé de faire un projet avec la licence Zelda, où tu avais un jeu de stratégie au tour par tour comme à l'époque, les grandes époques, et tu contrôlais des choses et des personnes qui étaient des kokiri, des koriki, bref, des kokiri. À chaque fois, je me loupe, mais bref, t'avais un personnage qui était Kori, qui était un kokiri. Tu avais un NPC, un personnage non joueur, qui était nul autre qu'un certain Link,
Donc chose qui était comme différente de l'habituel. Et surtout, tu avais des héros des tribus Piaf, Goron et Zora. Et qui détenaient un fragment de la Triforce, du courage ou autre. Donc voilà. Il y avait une petite direction artistique pas piquée des hannetons. Et voilà. En fait, c'est que pourquoi on entend parler de ce jeu annulé, c'est que en fait, il y a eu un YouTuber qui s'appelle Didiono Gaming qui avait fait une chaîne, qui avait fait une vidéo sur sa chaîne sur ce jeu, sur ce projet, avec des documents à l'appui, avec des captures d'écran, de croquis ou autres de ce jeu. Et qui disait que en fait comment était axé ce jeu et ainsi de suite. C'était je pense une vidéo très intéressante à voir et surtout un jeu qui n'est jamais sorti malheureusement parce que c'est des choses qui auraient pu très bien marcher même à l'époque parce que sur DS c'est un jeu qui peut s'appliquer mais très facilement sur DS, ce type de jeu là de jeu en tour par tour. Et malheureusement, on a eu en fait vent de ce sujet et Nintendo a eu vent aussi de cette vidéo. Et malheureusement, cette vidéo a été strikée. Malheureusement ou heureusement. Vu que il y a eu quand même, vu que le youtubeur quand même connaissait ses droits et ainsi de suite, en fait, il a axé sa défense auprès de YouTube en disant voilà, c'est un jeu, enfin ce n'est même pas un jeu, c'est un projet avorté, donc projet annulé, même s'il y a appellation Zelda, Kokiri, Goron, Piaf, Zora et ainsi de suite, Triforce, ce n'est pas entre guillemets c'est des marques, enfin c'est des choses techniques, mais ce n'est pas une marque déposée. Tant qu'il n'y a pas la licence appellation The Legend of Zelda, il n'y a pas lieu d'être striké du fait que c'est quelque chose qui est détenu par Nintendo, vu que surtout ce jeu est un jeu annulé, est un jeu qui ne sortira jamais. On n'a que des artworks et c'est tout. Donc cette vidéo a été remise en ligne, donc pour ceux qui veulent aller la voir, franchement, elle a l'air d'être super intéressante. Ouais, j'ai vu, elle dure une vingtaine de minutes. Après, c'est en anglais. Il faut comprendre l'anglais. C'est ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Et surtout, c'est que d'après le peu que j'ai vu, en plus, c'était des choses qui, quand même, qui ont eu un petit semblant de. Qui peut être intéressant. Je sais pas si vous avez connu ou joué sur Switch au Hyrule Warrior, l'ère du fléau et ainsi de suite, avec une dimension de réalité alternative, avec distorsion et ainsi de suite. Et en fait, ils allaient l'axer là-dessus. En fait, il y avait dans le lore du jeu un effet de plusieurs temporalités et ainsi de suite. Et donc, c'était ça qui était intéressant aussi quand tu le vois dans le jeu, dans la vidéo. Et donc voilà. En tout cas, c'était je trouve une bonne annonce d'avoir ça. Et surtout, c'était un truc plutôt intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui as vu la vidéo? Ouais. Alors, je trouve ça. Enfin, j'aurais bien voulu voir un jeu Zelda un peu dans un autre, avec un autre gameplay. Après, bon, malheureusement, enfin, d'expérience, je pense que c'est pas un secret pour personne, mais les jeux Zelda qui ont été confiés à d'autres studios ont fait un flop. Ouais. Entièrement, je veux dire, qui ont été entièrement confiés à nos studios. Et, Faut se rappeler de la CDI. Voilà, les jeux CDI, entre autres, voilà. Entre autres, ouais. Et je me dis, honnêtement, ça aurait pu partir d'une bonne idée. Les rares images qu'on a vues, les rares documents qu'il y avait, montrent quand même quelque chose d'assez propre. Après, ouais, je comprends pas pour un projet. Après, forcément, ça a le nom Zelda. Il y a des noms qui sont spécifiques à la saga Zelda. Qui est un projet qui n'a jamais vu le jour.
et donc qui apparaît sur une vidéo se fasse traquer par Nintendo. Je pense que Nintendo, ils vont vraiment beaucoup trop loin dans la gestion de leur Voilà, des après la droits. gestion des droits avec leur licence, allez, Ah, c'est voilà, abominable. C'est voilà, terrible. c'est Euh, c'est très compliqué, ah on va dire, ouais. Mm. pour Je rester dans comprends le soft. qu'ils y tiennent, etc. Après, je me demande si, ça fait l'actualité parce que forcément, il y a le jeu Zelda qu'on attend depuis 6 ans et même qui est la plus grosse attente de 2023, donc qui est Tears of the Kingdom. Je me dis, vu que ça fait l'actualité, est-ce qu'ils ne veulent pas garder le monopole de tout ce qui leur appartient? Ah bah c'est ça. Après, Ouais, il faut pas se leurrer, hein. Ils sont pas là pour entre guillemets ouais. donner de l'argent aux gens, mais après Nintendo a une façon de gérer les licences assez spéciales. Ouais. Étant fan Ouais. de la licence Metroid, Mhm. euh, on se rappelle Ouais. de AM2R par exemple, qui est un remake de Metroid 2 Mhm. fait par des fans, qui a été striké mais comme des sagouins. Parce que en plus il y a eu le Metroid 2 The Return of Samus sur 3DS, si mes souvenirs Ouais. sont bons, qui était Mhm. très bon, que j'ai streamé sur la chaîne, qui était très bon, mais moi j'ai l'envie du cœur qui m'appelle, qui me dit AM2R était mieux. Mais ça c'est autre chose. Mais voilà. Oui, la gestion des licences de Nintendo, c'est quelque chose, hein, Après, c'est malheureusement. normal, c'est quelque chose qui leur appartient, mais d'un côté, Voilà, je me dis, c'est là, pour le coup, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour et qui leur dont qu'ils qui ont ne confié à leur quelqu'un d'autre. qui Donc, appartient pas vraiment. Donc c'est ça aussi, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc c'était la news intéressante sur Zelda. Après, mhm. on n'a pas eu C'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose de Zelda autre que le bon vieux RPG action qu'on connaît tous. Il y a eu le jeu CDI, si mes souvenirs sont bons, comme ça, Mhm. de but en blanc. Après, il y a eu des jeux Tingle qui étaient totalement what the fuck. Ouais, des spin-off singles Voilà, incroyables. voilà. Ah, Et c'était après, il dingue, y a eu ça. les Hyrule Warriors, qui Mhm. sont bons. Faut aimer les Musou. Voilà. Et après, tu as Cadence of Hyrule, qui est plutôt bon, Mhm. en style indé, qui est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui me revient. En Il y a marquant, pas il n'y a mal de pas que ça. spin-off, mais bon, il faut chercher. C'est ça. Mhm. Qui me revient, moi, il y a que ceux-là qui me Mhm. reviennent. Donc voilà. Donc ouais. Après oui, moi étant fan de Vandalers et de ce type de jeu-là, ça aurait Mhm. été quand même pas mal. Moi j'aurais bien aimé. Déjà que j'attends actuellement le remake d'Advance War, pour ceux qui s'en rappellent, qui devrait sortir un jour sur Switch, sauf que on en a entendu parler en 2021 sur un Nintendo Direct, et bizarrement, il est passé sous les radars depuis mars 2022, si vous voyez ce que je veux dire. Donc On n'a voilà. jamais entendu parler. On n'en a jamais entendu parler depuis. Donc voilà. C'est ça qui est dommage. Bon, après, on verra bien, hein. Mais voilà. Mais ouais. Mm. En tout cas, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire à ce niveau-là, au niveau de Zelda? Euh, À part manger du Zelda, c'est toujours. Voilà. euh, Pas spécialement. Après, en fait, ce que je peux dire, forcément, c'est que il y a le jeu qui va sortir en mai, là, en mois de mai. On a eu aucun jeu Zelda depuis 6 ans. C'est Ça fait vrai. longtemps, quoi. Ça fait très Ap- longtemps. C'est la Après, première fois qu'on. est-ce que tu comptes les remakes? Parce que Ah sinon, on non, en a depuis un petit moment, hein. On les a oui, eu il y a pas si longtemps. Il y a eu si on Skyward compte, par Sword exemple, acheté, hein. ouais, c'est le dernier jeu qui est sorti, effectivement, Skyward Sword HD, mais il a rien apporté de nouveau à la Non, licence. clairement non. Alors que là, des jeux qui ont vraiment apporté quelque chose et qui ont construit le lore, il y a eu ça. Hero Warriors, oui, effectivement, mais, parce qu'il y a un mais, il participe pas vraiment au lore, il participe pas à la timeline, il participe pas vraiment. Je veux dire, il existe, et il est bien, il est vraiment bien, Hero Warriors. Euh, mais c'est pas, en fait, c'est pas un jeu avec une histoire comme les autres Zelda.
parce que là, Zelda, ça reste ouais, forcément du gameplay, mais ça reste quand même une histoire qui est hyper importante et qui prend la place complète du jeu, quoi. Alors moi j'ai testé Euh, aussi mon cher Toufik, il dit moi j'ai pas aimé Heroes Warrior, l'ère du fléau, et c'est vrai qu'il est ouais. pas, Le il est premier est pas, mieux, je trouve, parce que les diversités de gameplay sont plus intéressantes. Après, bon, c'est chacun l'interprète comme il en a envie, hein, bien évidemment. Je pense que c'est un genre qui est un peu trop spécifique pour qu'on l'aime bien. c'est Enfin, ça. le beat'em all, c'est un peu spécial. Mais ça reste un bon jeu, enfin, ça reste un jeu correct. Après, bon. Enfin, personnellement, le premier, et même de manière générale, la fandom pense que le premier est mieux que l'ère du fléau qui Il est pas dans il la appartient. timeline, point, selon Toufik. Bon. Pour le coup, c'est vrai, Hero Warriors, enfin, je veux dire, concrètement, enfin, on reprend les anciens personnages, on reprend les anciennes histoires et enfin, on en fait un peu quelque chose pour les fans. Euh, je veux dire, officiellement, c'est pas moi c'est pas moi qui le décrète. Officiellement, dans la timeline, il n'est pas noté, il n'est pas écrit, il n'existe pas. Donc, Animal Crossing. Euh, Se taper sur Animal Crossing, c'est un concept. Et après, bon, voilà. Ouais, donc, ce que les fans attendent, du coup, forcément, c'est la suite. C'est la suite de ce qui a été annoncé il y a hyper longtemps, hein, parce que le Tears of the Kingdom, ça a été annoncé il y a des années de ça, hein, enfin, sur un Nintendo Direct. Enfin, je me rappelle encore. C'était il y a plusieurs années maintenant. Et Ça doit faire 3 ans, 4 ans. ouais, au moins, ouais. Enfin, 3-4 ans, effectivement, ça doit faire ça. Et je me dis, il n'y a jamais eu autant d'attentes, il n'y a jamais eu autant une stratégie. On peut en dire ce qu'on en veut, la stratégie de communication autour de ce jeu, mais il n'y a jamais eu de com aussi longue pour un jeu comme ça, quoi. Enfin, Bah, je après, sais pas. moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'il nous fasse un syndrome Majora's Mask, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Que en fait, les gens l'ont attendu tellement. Après, Majora's Mask, Mhm. c'est pas tellement ça, mais que l'ambiance était tellement différente du premier Mhm. que les gens ne vont pas du tout accrocher. Ils vont dire ah non, ce n'est pas un Zelda. Et bah, l'acceptation de Majora's Mask, il a été quand même très boudé, mais c'était très différent. Enfin, le jeu était très différent et en fait, avec l'effet boucle temporelle et cette chose-là a été quand même plutôt boudé. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu à l'époque, on l'a pas, il est pas ressorti des gros jeux entre guillemets. En fait, on en parlait beaucoup de Ocarina of Time et dans la grande histoire du jeu vidéo, Majora's Mask, on n'entend pas parler, alors qu'il Mhm. ramenait beaucoup de choses avec la boucle temporelle, les transformations et des choses comme ça. Ouais. Et puis en fait, il y a quelque chose qui s'est un peu bâti sur le long terme. Euh, Moi, j'y ai joué aussi à Majora's Mask. C'est vrai que quand j'y ai joué pour la première fois, enfin, ça m'avait surpris en fait. Ça m'avait surpris. Et quand j'y ai rejoué des années plus tard, et je l'ai adoré. Alors, mon préféré, ça reste quand même Ocarina of Time. Mais j'aime beaucoup Majora's Mask justement pour ce qu'il apporte, pour son gameplay, etc. Et aujourd'hui, les fans de Majora's Mask, ils défendent cœurs et âme leur jeu parce que justement, il est boudé. Alors que alors qu'Ocarina of Time, c'est mainstream de l'aimer. Je veux dire, on pense à Zelda, on va dire ah t'aimes bien Ocarina of Time, enfin c'est facile quoi. On va penser à Ocarina of C'est Time, on va ça, penser à Breath of the Wild parce que c'est des jeux mainstream. c'est Majora's ça. Mask, il est dans l'ombre de son grand frère et du coup forcément les fans, ils veulent le mettre en avant, ils veulent le pousser et ils veulent dire ce jeu est quand même bien pour ce qu'il apporte. Et, euh, et à côté de Mais ça, du coup, ils ont pas totalement tort, hein. C'est comme ceux qui étaient sur DS, les Spirit Tracks et ainsi de suite. Phantom Et Glace, ouais. tous ces jeux-là avaient ramené quelque chose quand même, une boucle de gameplay intéressant. Je sais pas si Mhm. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Qui ouais. était dans la continuité d'un Wind Walker, mais qui était quand même intéressant. Donc, mais qui sont restés canons
mais pas... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ils ont pas autant d'importance qu'un Ocarina of Time, parce que c'était le premier 3D, machin Ouais. truc. Moi, même moi, hein, le Zelda NES, bon, je suis passé à côté, hein, parce que j'étais trop jeune. Le Zelda SNES, je suis passé à côté parce que j'étais pas trop jeune, c'est parce que à l'époque je n'avais pas le jeu. Et moi je suis passé. En fait, moi l'épisode fondateur, c'est pas Ocarina of Time. Moi c'est Link's Awakening. Mhm. Et voilà, c'est moi si on me disait si je devais en choisir que deux, ça serait le Link's Awakening pour l'effet Madeleine de Proust Ouais. et le Breath of the Wild pour bon, au cas où hein, tu mets le Breath of the Wild plus les DLC, je pense que t'en as pour un petit moment pour C'est t'occuper clair. si tu devais voilà. Mhm. Donc c'est ça, c'est toutes ces choses là, tu te dis voilà, on est dans un Tears of Kingdom qui est attendu, mais Mhm. moi je l'attends, mais avec quelques réticences. J'ai peur que ça serait tout mon plaisir que il marche bien, mais j'aurais peur que il se rétame la gueule à l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire, que la Ouais. réception soit non, ce n'est pas un Breath of the Wild 2. Non, ils ont fait autre chose, ce qui est bien aussi. En fait, Et c'est impossible qu'il passe sur quelque chose de similaire à Breath of the Wild parce que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun jeu qui se ressemblait. Pas le moindre. Même les suites directes, elles ne ressemblaient pas à leur grand frère. Donc, je me dis, c'est pas possible. Même si ça y ressemble dans le visuel, dans le graphisme, ce sera forcément différent. J'en doute absolument pas. Et surtout, je pense qu'ils vont sublimer certaines boucles de gameplay qui sont arrivées plus tardivement après le Breath of the Wild dans les jeux de RPG. Ce qu'il faut se rappeler, Ouais. c'est que dans Breath of the Wild, par rapport aux anciens jeux, on a pris le pendant de l'open world déjà. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a eu ils ont ils ont picoré des choses, des concepts d'autres jeux d'RPG, hein, potentiellement à ce niveau-là. Et c'est ça qui est bien, c'est que il peut être que fondateur parce que voilà. Oui, c'est mon chat, pardon. Oui, c'est pas grave. Mais voilà, Désolée. mais c'est ça qui peut être bien et à voir après, voilà. Mais aucun souci, t'inquiète pas. Mais voilà. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire ou on peut terminer tranquillement là? Non, je pense qu'on a bien parlé de plein de choses. Je pense qu'on on n'a pas grand-chose à rajouter. Ok, alors en tout cas, merci d'être venu Merci sur beaucoup. sur la chaîne. Je mets un petit SO dans la chatroom pour ta chaîne. Voilà. Allez la voir si vous aimez Wind Walker, mais pas que, tous les Zelda aussi. Ouais, ils vont tous y Allez, passer. voilà, donc attendez-vous à des jeux totalement inconnus au bataillon ou des Merci beaucoup. petites choses comme ça. Voilà. En tout cas, bah, tu peux venir quand tu veux. Ça La porte marche. est ouverte. Il Yes, de faut toute juste façon, que tu me le dises en amont. je suis sur Tu, ton serveur Discord et je regarde régulièrement tout ce que tu voilà. prépares, tout ce que tu fais, donc pas de souci. Je Et, regarderai ça avec plaisir. et On donc, comme dit continuera à échanger. notre cher Toufix dans la chatroom, si ça vous dit, vous pouvez venir sur le Discord pour papoter avec nous, rigoler avec nous et toutes ces choses-là. Mais aussi, vous pouvez venir pour parler, réagir sur les émissions qui sont sur YouTube, mais aussi sur le site Acast de Brainstorm Geek. Et voilà. Donc, en tout cas, on va se retrouver avec peut-être une personne la semaine prochaine ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la semaine qui vient, donc peut-être qu'on aura d'autres choses. Tac.
Donc ça sera jeudi potentiellement avec personne d'autre que moi, mais que avec la chatroom. Donc n'hésitez pas. Et après, on fera de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et les semaines suivantes pour réagir de l'actu geek, de toutes ces choses-là. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir, à dire bonjour à tout le monde, à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Je remercie tout le monde qui était pas présent, soit en lurk, soit en réaction, donc comme Toufik, comme TLM Adventure ou notre cher Septpop23. Pas de souci. Merci à Galouf d'être venu aussi, et tous ceux qui étaient en lurk, qui n'ont pas réagi, mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, on se dit bonne soirée. Bonne soirée. Et à la prochaine sur la chaîne de Sarioso ou sur ma chaîne. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Salut, salut.